J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisqu'on accueille Manon, qui est experte en tout ce qui est stratégie digitale, stratégie marketing, réseaux sociaux. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien? Oui, très bien, merci Marine. Ben, c'est un plaisir, c'est un premier exercice pour moi, un premier enregistrement de podcast, donc avec grand plaisir. Je suis très contente du coup d'inaugurer un peu ton expérience de Mm. podcast pour que les gens te connaissent un peu et qu'ils sachent un peu qui tu es, quel est ton parcours. Est-ce que juste tu peux te présenter, nous expliquer comment tu es tombée un peu dans ce monde du marketing digital et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais réellement de ta vie professionnelle? Oui, alors moi c'est Manon. J'ai 30 ans, je suis indépendante depuis 5 ans. J'étais avant juriste en cabinet d'avocat et je me suis lancée un peu par hasard en tant que freelance. En fait, j'ai découvert le métier de rédactrice web en commençant par écrire des articles pour le cabinet d'avocats dans lequel je travaillais. Et du coup, je me suis formée au SEO, puisque c'est cette partie qui me manquait. L'écriture, ça roulait, mais il me manquait la partie technique du web. Donc, je me suis formée au SEO. J'ai fini aussi après par m'éclater sur les réseaux sociaux pour moi toute seule. Et puis, je me suis formée après au community management. Et progressivement, à force de faire de l'opérationnel, forcément, il y a toute la partie stratégique qui arrive. Maintenant, ça fait 5 ans que je suis dedans. Et donc, du coup, bah, progressivement, l'accompagnement s'est un peu imposé avec mes clients. Et donc, aujourd'hui, je fais beaucoup plus d'accompagnement stratégique que d'opérationnel dans ma vie quotidienne, quoi. Donc, c'est plus du J'adore. coup. J'adore parce que tu es vraiment tombée. Tu as un peu déjà le même parcours que moi, mais tu enlèves la partie juridique parce que moi, le droit, c'est pas possible. Mais Mhm. du coup, tu as vraiment commencé par la rédaction, le SEO. Donc, en fait, très rapidement, il a fallu aussi que tu aies un peu un œil critique et un regard un peu stratégique sur les actions que tu mettais en place parce que, effectivement, c'est bien de rédiger du contenu, mais il faut que ce soit quand même assez pertinent pour toucher la bonne personne et surtout pour être visible, comme tu le disais si bien avec le SEO. Toi, aujourd'hui, quelle serait l'importance que tu donnes à la stratégie? Euh, Comment tu fais pour créer un peu tout cet écosystème, comme tu le disais, d'accompagnement stratégique, etc. Quelles sont les étapes que toi tu suis pour être sûr, en tout cas, que ce que tu fais, ça va marcher? Ouais. Ben, c'est toujours le point de départ en fait de toute collaboration avec mes clients et ça l'a toujours été effectivement de base, enfin que ce soit dans la rédac web, on partait toujours d'une ligne éditoriale ou sur les réseaux sociaux ou ailleurs, puisqu'aujourd'hui en fait mon travail il se porte sur la communication digitale, donc on n'est pas centré que sur un réseau social ou que sur les réseaux sociaux en général. On passe par tous les canaux de com. Euh, et du coup, en fait, la stratégie, c'est vraiment l'élément clé. Pour moi, ça fait toujours peur quand on parle de stratégie à un client au départ, parce que quand on n'est pas dedans, on ne sait pas forcément si on a une stratégie ou pas. On sait à peu près à qui on parle, parfois pas si bien que ça. Et en fait, construire toute cette base, ça Mhm. va permettre de vraiment simplifier tout le travail de communication qu'il va y avoir à faire derrière. Donc ça va servir, je trouve, à décharger déjà son cerveau à chaque fois qu'on se penche sur la création de contenu, où qu'elle soit. Ça va aussi faciliter son organisation et ça va ensuite servir son business pour voir si on remplit ou pas nos objectifs. Et dans ce cas-là, ou si on les remplit pas, là où il faut regarder, où il faut se pencher, c'est sur justement cette base, cette stratégie de communication et sur son fonctionnement, sa construction. Du coup, quand je démarre, on part vraiment d'un constat qui est de se dire déjà où est-ce qu'on veut aller avec son activité. C'est vraiment la première question, c'est de travailler sur sa vision. C'est de se dire aujourd'hui on fait ça, mais dans 3 mois, qu'est-ce qu'on veut faire? D'avoir une vision à moyen terme à minima pour avoir une communication bah, qui soit étalée. Moi, j'aime bien partir sur l'année. En plus, là, bah, l'année 2023 arrive. Donc, c'est un bon travail à faire puisqu'une stratégie, en fait, on fait pas sa stratégie pour 2023 et puis on la laisse au placard, entre guillemets. Ça se travaille petit à petit. Donc, vraiment, cette vision, elle est importante de savoir, voilà, où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on se voit dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an. Euh,
avec quel ressenti, quelle façon de travailler on a envie de mettre en place. Et tout ça, en fait, c'est vraiment la vision qui le détermine. On voit aussi, évidemment, les valeurs, elles sont hyper importantes et on a tendance à passer parfois un peu vite dessus. Et c'est important d'avoir des valeurs bien définies parce que c'est souvent ce qui drive notre façon de travailler, mais aussi notre façon de trouver des clients. Je sais que moi, il y a 5 ans, je n'avais pas forcément, vu que je me lançais, ben, j'avais pas forcément de valeurs particulières, j'avais pas identifié en tout cas de valeurs précises. Et aujourd'hui, elles sont hyper importantes parce que justement, c'est comme ça que je choisis mes clients. Euh, Si les personnes n'adhèrent pas aux valeurs que je porte, c'est compliqué de collaborer. Et ça, en fait, on le comprend avec l'expérience et c'est aussi ce que je transmets à mes clientes quand au départ, voilà, elles se disent, oh, bah, bon, mes valeurs, c'est... Et en fait, ça prend une place hyper importante dans notre quotidien, en tout cas en tant qu'indépendant. Quand on parle de vision et d'objectif, généralement, les gens s'imaginent que, toi, tu parlais sur une année, mais c'est vrai que les gens s'imaginent à chaque fois qu'on leur demande d'avoir une vision, sur 5 ans, sur 10 ans, de savoir où tu veux être, de savoir qui tu veux être, d'avoir vraiment des valeurs hyper précises comme la transparence, et cetera. Mais c'est vrai que quand on se visionne un peu sur 5 à 10 ans, la projection, elle est quand même hyper difficile. Ouais, C'est oui. mieux, selon toi, de raccourcir sur une année complète, mais peut-être pas moins du coup. Euh, Est-ce que toi, tu as mis du temps quand même à définir cette temporalité-là? Parce que ben, on voit de tout hein, sur Internet. On voit 6 mois, on voit 1 an, on voit 5 ans, on voit 10 ans. Toi, est-ce que tu as vraiment identifié une force en plus par rapport du coup à cette année clé au niveau de la vision? Ce qui est intéressant, je trouve, effectivement, comme tu dis, partir sur 5 ans, moi, c'est des choses que j'arrive pas à faire parce que je sais pas, enfin, mon activité, elle évolue avec moi. Quand on est indépendant, c'est ça aussi, on est notre propre moteur. Donc, du coup, se dire où est-ce qu'on sera dans 5 ans, c'est quand même pas facile. Ouais. Déjà personnellement, mais professionnellement, pas toujours non plus. Donc, c'est des exercices qui sont peut-être plus pour des structures qui sont bah, du coup plus structurées justement et pour des sociétés. Pour des indépendants, je trouve que c'est quand même beaucoup plus facile d'avoir une vision sur 6 mois, un an. Et l'avantage pour moi d'avoir un an, c'est qu'en fait, on peut se faire un rétro-planning de l'année où Ok. on peut essayer de se poser ses vacances, les moments où on voudrait être off. C'est important aussi d'identifier les moments où on va pouvoir, si pareil, si notre business a une saisonnalité, bah, se dire bah, là vraiment c'est la période où il faut que je travaille fort sur ma com. Mhm. Et à contrario, si l'été, par exemple, c'est une période plus cool, se dire que bah, là, on va pouvoir ralentir notre production de contenu ou on va pouvoir se poser sur des choses qui sont plus, par exemple, se poser sur sa stratégie, bah, se faire un point à 6 mois. En fait, ça permet, je trouve, à l'année à avoir une vie, parce que ça passe quand même vite une année, Ouais. de mettre en place des actions précises, du coup Ok. de se dire est-ce qu'on a des périodes de lancement dans l'année. Mais je dirais qu'avant tout, il faut faire en fonction de ce qui nous parle à nous. Et c'est ça qui est le plus dur quand on se lance, c'est qu'en fait, on ne sait pas qu'est-ce qui va nous correspondre à nous. Donc, il faut se laisser le temps aussi, je pense, de découvrir, d'essayer, de se dire ok ça me va. Moi je sais que faire des bilans pareil trop serrés, moi ça me va pas trop. De faire tous les mois un check-up complet de tout, moi je me noie. Donc c'est beaucoup mieux sur 3 mois, mais ça c'est propre à chacun. Je pense que c'est là où il faut aussi se laisser le temps de se découvrir à travers ça, en prenant ce qui nous va et en laissant ce qui nous va pas. Ouais. Et du coup, tu as expliqué que toi, généralement, ta vision stratégique, elle peut avoir lieu sur, sur différentes plateformes, sur différents réseaux sociaux, que ça peut prendre aussi différentes formes. Euh, Sauf que du coup, face à ça, on a souvent l'envie de se dire, OK, il faut que je sois sur Instagram, il faut que je sois sur Mm. Pinterest, il faut que je sois sur TikTok, il faut que j'ai un article de blog, il faut que j'ai un podcast, il faut aussi que je trouve des clients sur LinkedIn. En gros, on veut être partout et Ouais, généralement, cette approche à vouloir être partout, ben, on est nulle part, du coup, généralement. ouais. Euh, Comment faire et quelle est la stratégie que toi, tu recommandes pour ne pas se laisser déborder en fait face à toute cette charge de création de contenu, à cette envie absolument d'être partout tout le temps, sans s'essouffler déjà, Mm. et tout en gardant une question de qualité et de rapport avec aussi l'audience qui est hyper importante en création de contenu. Alors la base, bon, déjà ouais, la première question à se poser, c'est où se trouve sa cible. Je pense que c'est le point de départ quand on a fait notre stratégie de communication. Bah, on sait
en ayant étudié notre cible, où est-ce qu'elle se trouve? Est-ce qu'elle est plus sur Instagram? Est-ce qu'elle est plus sur LinkedIn? Est-ce qu'elle écoute des podcasts? Est-ce qu'elle va lire des newsletters, etc. Donc déjà, savoir ça, parce que c'est dommage de mettre de l'énergie à un endroit où sa cible ne se trouve pas. Donc déjà, ça, c'est le premier truc. Ensuite, c'est de savoir où est-ce que nous, on est bien aussi. Parce que quand on se lance au départ, on n'externalise pas sa com, on la fait et on apprend à la faire. Et pour que ce qu'on met en place dure, il faut déjà se dire, OK, est-ce que moi, ça me plaît d'écrire des newsletters toutes les semaines? Est-ce que ça me plaît plutôt de créer du contenu vidéo? Donc, dans ce cas-là, ça sera peut-être plus TikTok ou peut-être plus YouTube. Ou est-ce qu'au contraire, moi, j'écoute vachement de podcasts, je sais que j'ai mon audience, elle en écoute aussi, et j'aime parler, et ça me convient mieux que d'écrire, par exemple, sur un blog. Donc, le second truc, je dirais que c'est vraiment de savoir ce qui nous plaît, parce que c'est le nerf un peu de la guerre quand on veut créer du contenu, parce que l'enjeu, c'est pas de créer du contenu vrai partout, c'est de créer du contenu qui soit durable pour moi, et là, de s'inscrire dans le temps sur un réseau, une plateforme, un support. Et pour ça, il faut aimer le faire, tout ça, c'est le premier truc. Et ensuite, ce que je conseille à mes clientes quand elles savent pas où aller, c'est de se dire, pour moi, l'idéal, c'est d'avoir un support social, donc un réseau social, que ça soit Instagram ou LinkedIn ou TikTok, et ensuite un support plus marketing, donc un article de marketing ou contenu plus durable, enfin c'est plus durable qu'un réseau social en tout cas, donc par exemple un blog ou une newsletter ou un podcast, et d'avoir l'un des deux. C'est pas tout, enfin un et un, et c'est pas toujours facile. On me dit oui, mais mes clients ils sont peut-être aussi sur LinkedIn. Oui, mais en fait, effectivement, pour performer sur une plateforme, que ce soit le podcast ou un réseau social, il faut y investir du temps, il faut être régulier, il faut bien connaître l'algorithme. Mm. Bon, il faut scoltiner le truc. Et en fait, pour avoir l'envie d'y rester, si on s'éparpille, clairement, on tient pas le coup. Ouais. Et l'autre point, je dirais, c'est quand même au niveau de la fréquence. Euh, d'adapter de toujours de tout ce que je disais tout à l'heure, de savoir ce qui nous correspond à nous. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'on nous dit partout il faut publier 3 fois sur Instagram ou tous les jours, ou il faut faire tant de trucs à la semaine, machin et tout. Sauf que bah, la plupart du temps, et comme c'est le cas chez tout le monde, on a une vie à côté. On a aussi des obligations avec nos clients, et en fait notre com elle a tendance à passer à la trappe. Donc l'idéal, c'est en fait d'adopter une fréquence de communication qui, nous, d'abord, nous correspond. Si on voit qu'on peut l'augmenter au fur et à mesure, on le fait. Mais franchement, moi, avec toutes les clientes que j'accompagne, je leur dis d'abord, qu'est-ce que vous êtes en capacité de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez produire par mois? Et Mhm. si déjà 2 posts par mois, ça vous paraît beaucoup, ben on va pas en faire 3, parce que sinon vous allez faire ça pendant 3 mois, puis la première chose que vous allez dire c'est oh bah Instagram ça fonctionne pas et ça me fatigue et c'est trop long et j'y passe trop de temps et puis ça va partir au placard. Ouais. Je rebondis du coup sur ce que tu dis pour que l'on puisse un peu repositionner Instagram et pour que je puisse aussi avoir ton opinion par rapport à ce réseau social parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est clairement, selon moi, la plateforme sociale qui prend le plus de place en termes business. Généralement, les Mm. gens pensent, avant même d'avoir un site internet, avant même d'avoir une offre, ou même avant même de savoir qu'ils vont créer une société, ils disent, il faut que je sois sur Instagram. Ouais. Et c'est vrai que généralement, moi je le dis souvent, j'aime bien que les gens aussi remettent Instagram à sa place en tant que dans le business, en termes de stratégie, en termes d'approche. On en a déjà discuté, donc je sais que toi, tu as quand même aussi une opinion par rapport à la place qu'a Instagram. Est-ce que tu pourrais nous expliquer déjà quelle est ta vision et qu'est-ce qui aussi t'a poussé aussi à penser ça? Est-ce que tu pensais ça dès le début et au fil du temps, toi, ta pensée a un peu évolué ou dès le début, tu t'es toujours dit Instagram, c'est ça dans un business et ça doit rester comme ça, pardon. Ouais, alors je suis tout à fait d'accord avec toi. On donne beaucoup trop de place à Instagram aujourd'hui. C'est la référence. Et si notre compte Instagram fonctionne pas, notre business fonctionne pas. En fait, c'est un peu le raccourci qui se fait à chaque fois.
Et on a confiance en notre business si on a des abonnés et si au contraire ça prend pas, ben on va se dire que notre business va s'écrouler. Donc c'est vrai que pour moi il y a une place qui est totalement décalée et très souvent je conseille aussi quand aujourd'hui on se lance, moi j'ai des clientes qui se lancent sur Instagram qui ont pas énormément d'abonnés parce qu'aujourd'hui comparé à moi il y a 5 ans, ça prend quand même beaucoup plus de temps de faire sa place sur Instagram, même si ça, encore une fois, ça peut se faire à hauteur de ce qu'on y investit en termes de temps, euh, de faire grossir un compte plus ou moins rapidement, mais en tout cas, euh, voilà, la plupart du temps, ça prend du temps de s'installer sur Instagram, donc c'est frustrant, ça entraîne beaucoup de frustration, beaucoup de comparaisons aussi, et on a tendance à très vite se dévaloriser sur cette plateforme. Donc, ce que je conseille, c'est vraiment de ne pas tout miser sur Instagram. Instagram, ça reste un canal de communication gratuit sur lequel on peut parfaitement y trouver des clients, de l'échange. Je rappelle aussi qu'il faut avant tout sur Instagram faire de la communication pour que ça fonctionne, que c'est un réseau social et qu'à partir du moment où c'est social, il faut aller échanger avec les gens qui s'y trouvent, avec ses abonnés, il faut aller discuter en message privé. Donc, ça demande quand même de l'énergie et qu'à partir du moment où on n'y met pas forcément cette énergie et on se contente de lâcher 3 posts par semaine, ce qui est déjà beaucoup en termes de création, et on s'en va de la plateforme, bah très souvent on a des retours qui sont bif bof et du coup qui nous plaisent pas. Et c'est aussi que c'est peut-être pas forcément l'endroit sur lequel il faut mettre toute son énergie. Peut-être qu'une newsletter est beaucoup plus efficace pour son propre business parce qu'on peut s'exprimer beaucoup plus largement. Il y en a beaucoup qui sont frustrés parce que sur un post, ils peuvent pas écrire beaucoup, parce que les posts partent très vite en dessous, parce que, bon, enfin, parce qu'en fait, quand on creuse un petit peu, on se rend compte que ce n'est pas la plateforme qui leur correspond. Et moi, aujourd'hui, je peux pas dire que je n'aime pas Instagram parce que c'est la plateforme que j'utilise aujourd'hui et pour trouver mes clients, pas tous, mais en partie. Et là où c'est grâce à elle, je pense que je me suis fait connaître aussi. Donc je crache pas du tout sur Instagram et je trouve qu'il y a beaucoup d'avantages à y être. Mais je pense qu'il faut prendre ce qu'on peut prendre à hauteur d'un réseau social gratuit. Euh, donc il faut prendre des contacts. Moi, je sais que j'ai un bon réseau de freelance autour de moi vers qui je peux me tourner quand j'ai des questions. C'est un lieu un peu ressource de soutien. C'est pas là où je considère qu'il faut que je performe. C'est pas, je vais pas, si j'ai pas une publication qui atteint tant de likes au moment où je la fais, je vais pas me retrouver peinée ou voilà, je me détache de ça. Et je pense que tant qu'on s'en détache pas, qu'on cherche la performance à tout prix, c'est compliqué. Donc, ouais, je dirais que, en tout cas, quand on démarre, vraiment, moi, j'encourage à diversifier au moins d'avoir, si on veut enfin, si on veut se faire connaître par Instagram, avoir un autre support à côté. Mm. Parce que très souvent, en fait, on s'y retrouve pas. Et quand moi, je vois mes clientes qui sont là-dessus que pour être là-dessus, elles ont tendance, du coup, à s'y perdre et en plus, du coup, à trouver que ça ne fonctionne pas. Ouais. C'est vrai que généralement, Instagram, en fait, il faut pas oublier que c'est un réseau social et comme tu le disais si bien, il y a le mot social dedans. C'est une plateforme où on va créer des liens avec les gens. Donc, en fait, au lieu de voir Instagram comme une plateforme où on va réussir à vendre nos offres, où on va réussir à trouver des clients, il faudrait plus, en fait, je pense, changer sa manière de penser par rapport à Instagram et se dire, c'est plus une plateforme où je vais créer une communauté, où je vais créer des gens un peu une bulle autour de moi, même si c'est que 20-30 personnes, bah, c'est déjà énorme. Et Oui, d'avoir vraiment, tu sais, ce cercle d'audience, mais communautaire et non pas un cercle d'audience client, commercial, etc. Parce que je pense que la plateforme, en toute transparence, n'est pas forcément faite pour ça. Ce n'est bien entendu que mon point de vue. Euh, Comment faire pour dissocier vraiment ce nombre d'abonnés par rapport au succès d'un business? C'est vrai que généralement, on voit des comptes à 15 000, 20 000, 50 000 abonnés et on se dit, mais waouh, le business, il doit cartonner alors qu'à côté, ben, il n'y a peut-être pas forcément le retour sur investissement. Et au contraire, des petits comptes qui vont avoir 400, 500 abonnés peuvent avoir un succès fulgurant. Sauf qu'en termes de communication, vu qu'elle est différente et vu que le chiffre paraît beaucoup plus petit, on se dit, bah, le business, au final, ne doit pas hyper bien fonctionner, alors qu'en coulisses, c'est pas forcément ça qui se passe. Euh, Quelle serait, selon toi, la différence entre ces deux types de comptes? Est-ce que c'est peut-être mieux d'avoir un compte plus petit, mais d'avoir une cible hyper ciblée et vraiment d'avoir des gens qui communiquent avec nous?
où il vaut mieux avoir une grande communauté, où là, l'interaction est plus difficile, je dirais. Alors ça, c'est pareil, ça dépend. Il y a des entreprises qui souhaitent avoir un gros nombre d'abonnés parce qu'ils veulent avoir, voilà, eux, ils veulent que leur marque, entre guillemets, soit reconnue. Donc, ils cherchent cette visibilité-là. Ça dépend des objectifs de chacun. Malgré tout, j'ai quand même, j'ai deux exemples qui me viennent en tête d'expériences que j'ai vues récemment d'un compte d'une personne que je suivais qui avait plus de 10 000 abonnés et qui a justement donc on se dit bah en plus avec de l'engagement hein, donc par contre des abonnés que l'on pouvait penser comme étant qualifiés, c'est-à-dire qui adhèrent à ce que la personne proposait, et au moment où elle a sorti ses offres justement, et ben elle s'est confiée après voilà, que bah, ça n'avait pas fonctionné, que ça n'avait pas pris et qu'elle n'avait pas réussi à convertir son audience Mhm. euh, en clients. Et pour autant, elle avait un nombre d'abonnés qui était important. Et à l'inverse, j'ai un autre exemple qui me vient en tête. Je me suis fait accompagner récemment pour développer moi Make My Words par une coach business super. Claire passera peut-être par ici si elle m'entend. Et elle avait, à l'époque où j'ai adhéré à son programme qui s'appelle La Ruche, elle avait 400 abonnés sur Instagram. Elle a rempli son programme avec 13 nanas en moins de 3 mois, me semble-t-il. Et donc, on va dire qu'elle a rempli son objectif parfaitement avec 400 abonnés. Pourquoi? Parce enfin moi par exemple, comment est-ce que j'ai adhéré à son programme? C'est parce que elle a répondu à l'une de mes stories et on a commencé à engager la conversation. C'était pas du tout sur son programme ni sur ses offres, puisqu'on parlait, je crois, maternité, à vrai dire. Donc, je devais partager un truc sur mon petit. Et elle m'a répondu comme ça. Et en fait, le truc, la conversation est née de là. Et puis ensuite, elle a commencé à me parler qu'elle allait avoir tel truc qui allait se lancer. Et j'ai voulu en savoir plus. Et petit à petit, la confiance s'est installée. Et c'est comme ça que je suis arrivée là, Mhm. comme probablement les 10 autres personnes qui l'ont fait. Donc c'est là où pour moi c'est pareil, on s'attache à un nombre d'abonnés, mais tout dépend. Est-ce que les abonnés déjà sont qualifiés? Parce que parfois on peut avoir 500 personnes, 1000 personnes qui nous suivent, puis en fait il y en a que 300 qui sont, enfin une toute petite partie qui sont qualifiés, donc qui sont vraiment là pour le contenu qu'on fait. Généralement c'est avec l'engagement qu'on le voit, le taux d'engagement, ce genre de choses-là. Mais ensuite c'est aussi est-ce que les abonnés qualifiés sont prêts à sauter le pas, et ça c'est souvent la confiance qui va le déterminer, et ce lien de confiance on le crée en commentaire, en message privé, en communiquant quoi, tout Ouais. simplement. J'adore l'exemple que tu as donné, justement, parce qu'en fait, ça rejoint complètement ce qu'on est en train de dire de la plateforme sociale. C'est-à-dire que cette personne, en fait, elle t'a abordé, mais l'objectif, peut-être, effectivement, sur le long terme, c'était de te vendre quelque chose. Mais la première approche qu'elle a eue, ça a été une approche humaine, Exactement. d'échange, de communiquer Oui, avec toi, d'avoir quelque chose vraiment qui fasse partie de ton quotidien et de trouver un peu des atomes crochus pour créer un lien. Mais là, le lien était plus social. Donc, je trouve ça génial que tu puisses en fait parler toi de ton retour d'expérience et d'une personne qui t'a vendu une chose, mais sans réellement te parler de l'offre directement. Je trouve que c'est vraiment le meilleur socle en termes de vente et surtout en oui. termes de fidélisation parce que du coup, tu as vraiment créé un lien avec cette personne plutôt que juste de cliquer sur une page de vente et de découvrir les retours clients, quoi. Donc, je trouve que c'est génial. Euh, Néanmoins, du coup, il y a quand même une passerelle qu'il faut réussir à faire entre parler avec les gens, créer un lien avec les gens et parler de ses offres. Pour ces personnes qui ont l'impression d'avoir la bonne stratégie, et peut-être qu'elles ont la bonne stratégie, mais qu'elles n'arrivent pas à vendre ou à convertir ou à parler de ses offres, à les mettre en avant, comment faire pour réussir à être plus à l'aise avec sa proposition commerciale, je dirais. C'est pas ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile, et c'est un exercice qui est pas simple parce que souvent notre activité, enfin vendre de toute façon ça fait peur. C'est justement ce dont enfin ce qu'on a travaillé aussi avec Claire, et c'est vraiment une partie qui est pas facile, et je suis la première à le dire et à le vivre aussi. Euh, la première chose je pense, et c'est plus facile quand on est déjà fier de notre travail et que l'on sait aussi que notre travail
sert en fait, sert et là, c'est toujours plus difficile quand on sort une nouvelle offre parce qu'on n'a pas toujours les retours dessus, alors que quand on parle de quelque chose euh, que l'on a déjà fait, où on sait que ça a parfaitement fait ses preuves, on a accompagné des personnes, on sait que ben, ça leur a servi et qu'en plus on a des retours positifs, c'est beaucoup plus facile d'en parler. Donc je dirais que déjà d'avoir expérimenté son offre, ben, du coup c'est beaucoup plus facile de la mettre après en forme sur Instagram. Néanmoins, on peut toujours se lancer sans avoir beaucoup d'expérience et sans avoir forcément un retour énorme. Mais je dirais que ce truc de se dire, OK, ben, je sais pourquoi je fais ça, c'est encore une fois, hein, on repart sur la stratégie de base, mais de se dire, quel est mon pourquoi? Pourquoi est-ce que moi aujourd'hui je fais cette activité-là? Il y a forcément une réponse où on sait qu'on le fait parce que ça apporte quelque chose de positif. Donc Mhm. déjà, quand on a bien identifié ça, c'est plus facile de parler de ses offres. Ensuite, c'est vraiment, tout dépend de ce qu'on cherche à vendre, mais souvent, c'est bien de le vulgariser. Je vois, en tout cas, dans ma partie, hein, sur la partie rédac web, SEO, stratégie digitale, c'est important d'avoir, ça dépend de la cible à laquelle on s'adresse, mais d'avoir quelque chose qui soit facilement compréhensible et accessible parce que bien souvent, on a tendance à s'enfermer dans une technique qui met des barrières. Le marketing le fait beaucoup. Ouais. Donc déjà, essayer de rendre les choses simples. Moi, c'est quelque chose que je fais au quotidien et ça fait partie justement des valeurs que j'ai, c'est de rendre la communication digitale simple et pratique, accessible à tous, quoi. Donc ça, c'est important. Ça dépend encore une fois de sa cible, hein, mais globalement, quand même, ça aide. Et ensuite, le petit tips que je donnerais, c'est peut-être de se faire des modèles, notamment sur Canva. En fait, des jolis templates, donc des modèles préconçus sur lesquels on met au clair vraiment ses offres et que l'on va pouvoir diffuser. Donc si c'est sur Instagram, bah, sur Instagram, ou si c'est en newsletter, ou si c'est ailleurs, si c'est en podcast, d'avoir peut-être un petit écrit pour en parler à la fin de ces épisodes. En tout cas, d'avoir quelque chose de construit sur lequel on peut s'appuyer pour en parler. Parce que si en fait je trouve que si on ne le met pas en forme, ben, Mhm. généralement c'est pareil, ça passe à la trappe. Ouais, il faut quand même avoir une certaine structuration, une certaine Mm. préparation. C'est pas tu prends ta caméra et tu commences à parler un peu de tes offres. Il y a quand même une connaissance déjà des offres que l'on souhaite vendre, une connaissance de la cible, mais aussi une connaissance de soi et une préparation parce que tout le monde n'est pas forcément à l'aise. Et c'est vrai que c'est l'une des choses les plus difficiles, je dirais, notamment quand on crée du Ouais, je contenu, pense. c'est d'avoir déjà un contenu très pédagogique, de montrer, d'aider. Justement, tu parlais de la technique. Mais après ça, il y a souvent la dernière étape qui vient de, OK, il faut peut-être que je vende. Ouais. Et c'est vrai que ça peut être un peu difficile. Et c'est vrai que toute cette préparation, ça permet aussi de gagner confiance en soi, d'avoir des retours, de comprendre ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et surtout de réussir à mettre en avant les bons éléments. Donc, merci beaucoup pour ces conseils. Toi, aujourd'hui, comment tu fais pour aider les gens, si les gens seront un peu perdus en termes de stratégie, en termes de réseaux sociaux, ou justement des gens qui se rendent compte que le business est bien, mais qui n'ont pas réussi à atteindre leurs objectifs ou qui n'ont pas réussi à développer la chose comme ils aimeraient. Comment toi, tu accompagnes les gens aujourd'hui et quelles sont tes manières de fonctionner, tes manières de travailler? Si une personne veut travailler avec toi, comment elle peut faire? Alors, bah justement, c'est en pleine refonte puisque, comme je le disais, je me suis fait accompagner justement parce que enfin voilà, il fallait que je retravaille mes offres. Donc, je suis en plein dedans. Mais globalement, en fait, j'ai trois offres qui vont arriver, une qui est déjà là et les deux autres arriveront début 2023. Donc je planche dessus. Et à l'heure où le podcast sera diffusé, elles seront probablement en ligne sur mon site. La première, donc moi je mêle opérationnel et stratégie sur la première offre qui s'appelle aujourd'hui CM+. C'est je fais à la fois de la création de contenu pour mes clients et de la stratégie digitale. Donc on avance vraiment en duo sur tout ça euh, et c'est entre guillemets l'offre la plus complète, celle aujourd'hui sur laquelle justement je suis complète et c'est pour ça qu'il me fallait d'autres offres. Et en fait, les deux autres offres sur lesquelles je travaille actuellement, la deuxième, elle est hybride, c'est-à-dire que je m'appuie sur un support de formation Mhm. sur lequel je travaille pour bah, justement avoir toute cette base que l'on cherche. Donc,
et c'est sur mon process de création de contenu. Donc, comment simplifier la création de contenu, s'organiser pour créer du contenu et comment s'y prendre. Et ensuite, moi, j'accompagne en fait pendant 3 mois. Je fais tout ce travail de calendrier éditorial sur 3 mois où on va créer des templates. En fait, on va créer tout. On va découper toutes les étapes de création de contenu et on va créer des outils pour que progressivement, en fait, la personne que j'accompagne devienne autonome. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, dans le sens où oui, je veux continuer à accompagner vraiment des personnes sur des projets en profondeur avec l'offre CM+. Et cette offre, en fait, hybride au milieu, c'est vraiment dans le but de rendre la personne autonome et pas la laisser toute seule sur un produit digital mais vraiment de l'accompagner et de lui donner toutes les clés en fait. Donc créer des templates ensemble, travailler sur une charte graphique, travailler sur une strat édito et surtout de d'aider, donc moi j'accompagne des femmes, et d'aider toutes ces femmes à se rendre compte qu'elles aussi peuvent avoir une place, que ça soit sur un réseau social, que ça soit sur YouTube, que ça soit en newsletter, voilà, qu'elles peuvent aussi trouver leur place sur, sur l'univers du digital qui fait souvent peur et qui décourage avant même d'y aller. Et Ouais, la troisième petite offre, c'est un produit digital où on peut être 100% autonome, voilà, sur tout mon process de créa de contenu. Ça arrivera aussi courant début 2023, quoi. génial. Du coup, tu accompagnes vraiment en 360, quelle que soit ton offre. Euh, Tous les liens, de toute façon, seront juste en dessous de cet épisode de podcast. Si vous voulez aller voir, aller découvrir l'univers de Manon, il n'y a aucun problème. Je pense que tout sera très bien expliqué. Merci beaucoup, en tout cas, pour tous tes conseils, ton retour d'expérience. Et surtout, je souhaitais aussi te dire merci d'avoir normalisé l'accompagnement. Parce que c'est vrai que quand on est à son compte, on se dit souvent, ben, je suis formée à ça, je connais ça, j'ai expérimenté ça, donc je fonce et j'y vais. Et c'est vrai que très souvent, on peut se prendre le mur, on peut avoir une certaine remise en question, mais avoir peur d'être vulnérable, entre guillemets, et de se dire, là, j'ai besoin d'aide, là, j'ai besoin d'être accompagnée, là, j'ai besoin d'un coach, là, j'ai besoin d'avoir une vision extérieure sur mon business. C'est vrai que les gens le font de plus en plus aujourd'hui et j'aime ce discours parce que parfois, c'est difficile quand on se retrouve tout seul en business, il faut le dire Ouais, aussi. complètement. Donc vraiment, merci d'avoir normalisé ça et merci d'avoir partagé ton expérience de refonte, de prise de conscience, parce que je pense que ça peut aider plus d'une personne. Et si vous êtes dans une certaine difficulté actuellement, si vous avez du mal avec votre stratégie, si vous avez du mal avec votre business, sachez que tout le monde est déjà passé par là, que vous n'êtes pas Ouais. seul, loin de là. Et si vous avez vraiment un besoin, un ressenti, n'hésitez pas à faire appel à quelqu'un. Suivez toujours votre intuition, surtout en business, parce que comme tu le disais, on est notre propre moteur. Donc si par exemple, ben là, vous galérez en création de contenu, vous galérez en stratégie, vous avez tous les liens juste en dessous de cet épisode pour contacter Manon. Je suis sûre que même si au-delà d'avoir un acte de vente, elle pourra de toute façon vous donner des conseils par rapport à votre business et si oui ou non vous êtes aligné avec les valeurs que tu as et que tu revendiques et que tu mets en avant. Donc vraiment, merci beaucoup pour tout ça et je te dis de toute façon à très vite. Merci Marine.